Et bien sûr, permet de vous prononcer. Prenons tout d'abord la température du côté de Bamako avec notre confrère. Il s'agit d'Abdoul Niang. Alors Abdoul, bonsoir à vous. Que se passe-t-il avec le contingent malien sur le terrain? Où en sont les FAMA? Les convois de l'armée malienne suivent leur progression tranquillement, royalement, en direction de Kidal. Les gens se posent la question sur la lenteur de cette péripétie. C'est compréhensible. Les terroristes de la CMA étaient déjà informés de la perspective de l'arrivée des FAMA dans cette région. Et ils s'étaient préparés en conséquence, mais c'était peine perdue. Ils avaient miné les terrains pour empêcher la progression des troupes terrestres. Sur les collines de l'Adrar des Ifora, des systèmes anti-aériens sont installés avec l'appui des soutiens étrangers du terrorisme qui sévit dans cette partie de notre pays. L'armée malienne, en avançant, cherche à repérer les mines et à les détruire. C'est ce qui fait que la progression des convois ne peut pas se faire comme si on était en train de voyager sur une route normale. Cela doit être compris par tout le monde. L'armée est déjà à Tessalit. L'armée est déjà à Anefis. Mais ce qui est en cours est un processus de renforcement des effectifs et des capacités opérationnelles. Il y a tout un régiment qui doit s'occuper de Kidal, Aguelhok et Tessalit. Tout un régiment qui doit s'occuper de Kidal, mais l'armée malienne est déjà à Tessalit, l'armée malienne est également du côté d'Anefis. Alors Moussa Zandiara, comment se précisent les choses sur le terrain, pour vous qui êtes bien sûr sur place du côté du Mali? Merci à mon frère Abdoul Niang pour les précisions. Oui. Comme vous le saviez bien, l'opération que le gouvernement malien, à travers le colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense, qui a lancé le ton la semaine passée, qui est dénommée l'opération Repos éternel. C'est une opération qui est destinée uniquement à récupérer les villes restantes dont l'armée malienne n'était pas présente depuis des années. On sait que l'armée malienne était, ou bien est toujours dans certaines villes, mais ils sont cantonnés comme les autres forces étrangères, qui est la MINUSMA à Tessalit, comme aussi à Aguelhok. Et nous savons que les deux camps de Tessalit est uniquement terroriste. Donc c'est pour cela que le gouvernement malien ne les qualifie comme des groupes rebelles. Et c'est des gens qui sont considérés maintenant comme des terroristes qui travaillent maintenant avec Agim et l'IGS, avec Amadou Koufa et Yad Agali. Donc ils mettent toutes leurs possibilités, toutes leurs forces pour contrecarrer l'avancée de l'armée malienne pour la reconquête de leur capitale qui est considérée comme Kidal, dont a tombé de cette ville. La reprise de cette ville est considérée comme une affaire de quelques heures ou bien des journées. Parce que aujourd'hui, nous avons appris que
vers 15h30, il y a une reprise de combat au nord de Anefis. Hier, c'était aussi avant l'entrée de Anefis. Oui. Maintenant, là, a pris la ville de Anefis. Ils sont maintenant au nord de Anefis. Donc, entre Anefis et Kidal, ça ne dépasse pas les 100 km. Oui. Donc, l'armée a avec succès. Tout le monde sait que cette progression peut être enchaînée par vraiment des choses étendues. Mais l'armée a pris toutes les mesures, toutes les dispositions. C'est pour cela, lors des communiqués que la DURPA a fait hier, ils ont fait ressortir des informations dont l'opération aéroterrestre, l'aviation a été utilisée fortement hier contre les terroristes et plus les drones. Vous savez, ces derniers moments, avec l'acquisition des matériels de combat de dernière génération par les régimes sur place, l'armée est vraiment plus réconfortée et plus aguerrie pour mener à bien toutes sortes des opérations contre ces groupes djihadistes et ces groupes terroristes qui menaient leur vie à Kidal et dans les zones nord du Mali. Maintenant, au-delà de ça, l'affrontement, on a connu hier aussi des affrontements à Taoussa. Tout le monde sait que la barrage de Taoussa, ça c'est une demande, c'était une demande même des habitants du nord, parce que ça c'est une source de développement qui peut vraiment faire développer et avancer l'agriculture et l'électricité dans le nord du Mali. Mais hier, ces groupes terroristes ont attaqué cette installation de barrage de Taoussa et ils ont fait même un communiqué là-dessus. Donc, nous considérons ces attaques lâches et barbares comme des gens qui ne veulent pas tout ce qu'ils disaient comme des revendications politiques pour le sous-développement et les désintérêts même de l'État face au développement du Nord. Nous sommes sûrs et certains maintenant que ces gens ne se battent pas pour le développement de cette région, mais ils se battent pour d'autres intérêts. Et on sait qu'il y a d'autres forces qui sont derrière eux pour mener ces combats-là contre le gouvernement malien et contre le régime sur place. Voilà, mais Moussa Zandiara, c'est bien d'avoir toutes ces précisions. C'est-à-dire, aujourd'hui, pratiquement, c'est tout Anefis qui est pris. Si on s'en tient à ce que vous dites, hier, c'était du côté du sud. Aujourd'hui, aux environs de 15h30, c'est le nord d'Anefis qui a été officiellement conquis par les FAMA. Alors, mais comment cette opération reconquête, vous l'avez baptisée opération repos éternel, est vue par le peuple malien aujourd'hui? Est-ce qu'on note une forme d'enthousiasme au sein même du peuple malien parlant justement de cette opération reconquête? Mais vous savez, l'affaire du nord du Mali, c'était comme une épine sous le pied du peuple malien. Le régime d'Ibeka a été confronté par ce problème. Et je peux même dire que la chute même de Ibeka est liée à l'insécurité et à l'affaire de Kidal. Parce que le peuple attendait d'Ibeka plus que ce qu'il a fait. Parce qu'il avait promis au peuple malien qu'ils vont quand même tout le territoire du Mali seront reconquis. Mais pendant 7 ans, ils n'ont pas pu reconquérir ces territoires-là. Donc, l'attente de la population malienne est grande concernant la reconquête de ces zones-là. Et en plus, c'est une source vraiment de victoire. Et c'est l'attente même de la population envers le régime sur place qui est en train de se réaliser maintenant. Parce que tout le peuple, toute la population malienne, sans exception, même je peux dire, même les Kidalois, les habitants de Kidal qui sont pris en otage par les Touaregs rebelles qui sont là-bas, la SEMAS, et je dis, excusez-moi, la SEMA, oui. qui est en train de prendre la population de Kidal
et d'autres localités en otage pour faire ces populations-là comme sous forme de bouclier contre l'avancée des militaires. Même eux, au sein de leur population, ils sont heureux par rapport à la reconquête de ces zones-là, parce que c'est une attente, c'est une demande qui a été faite par la population malienne. Même lors des assises, ça a fait partie des recommandations de la population malienne pour la reconquête de ces zones-là qui ont été abandonnées depuis 2012. Alors, Sylvain de Bogou, on se rassure clairement de cette bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, de votre regard d'analyste, quelle est l'analyse que vous faites de la situation du côté, bien sûr, du Mali, la volonté du gouvernement à vouloir impérativement poursuivre sur sa lancée, celle, bien sûr, de la restauration de l'intégrité du territoire malien, avec notamment cette opération qui a été lancée. On a suivi le mouvement de ces troupes maliennes durant bien sûr toute cette semaine, partie de Gao pour Kidal. Là, on nous annonce que sur le chemin, des localités sont conquises aujourd'hui. On parle bien sûr d'Adéfis. Hier, c'était au sud, aujourd'hui, c'est au nord. Clairement, aujourd'hui, doit-on se montrer satisfait de tout ce qui est fait jusqu'ici et optimiste surtout pour la suite? Oui, nous devons être optimistes parce que reconquérir tous ces territoires qui, depuis des années, plus d'une décennie, étaient aux mains des djihadistes, djihadistes, je dirais, nourris depuis l'Occident, précisément depuis la France, depuis l'Élysée, des djihadistes qui ont été toujours armés et soutenus, créés même, j'allais dire, par la France. Aujourd'hui, si les forces armées du Mali sont en train d'avancer, je dirais que c'est un ouf pour le peuple malien qui veut vraiment vaquer à ses préoccupations de façon libre et en toute quiétude. Voici que depuis que les forces étrangères étaient sur le terrain, ces forces étrangères n'ont pas pu libérer ces zones-là. Et c'est ce qui est la preuve. C'est ce qui est la preuve que ces forces entretenaient, en tout cas, ces djihadistes pour nuire et pour même diviser le Mali en deux États. Comme ça a été toujours le cas, la même pratique, c'est-à-dire les mêmes leçons, les mêmes choses que ces forces-là, malheureusement dans tous les pays africains, et c'est toujours vers le nord, souvent, on prend et on divise le pays. Alors pour nous, c'est très important que les forces maliennes aujourd'hui récupèrent l'étendue du territoire malien, même quand on promet que c'est demain que les camps, les militaires étrangers basés au Mali et surtout au nord, dans cette zone-là, vont céder leur camp, en tout cas aux forces nationales du Mali. Il faut toujours avancer, il faut les repousser, parce que là, il ne faut plus faire de confiance. La chanson a été la même, la danse a été la même, donc il faut les repousser, même si c'est à 1 heure de la remise des camps. Moi, je pense que les forces maliennes doivent toujours avancer sur leur lancée pour réellement nettoyer le terrain. Parce que dans tous les cas, après la remise de ces camps, la remise de ces camps ne va pas signifier que les djihadistes vont arrêter leurs activités qui gênent vraiment le développement au Mali. Donc, il faut avancer et nettoyer, je le répète, vraiment nettoyer cette partie du Mali pour que les forces s'y installent, les forces maliennes s'y installent et que les autorités maliennes enfin poursuivent leur programme de développement et poursuivent tout ce qu'ils ont promis au peuple malien qui jusque-là est avec eux qui soutient ces nouvelles autorités, donc qui sont avec elles, qui sont derrière elles, pour ne pas être déçus et voir une révolution interne. Parce que nous savons que si cette partie du Mali n'est pas totalement balayée, ce sera encore le tendon d'Achille du pouvoir de Bamako. Alors nous les encourageons et pour l'instant, on peut dire qu'on est à demi satisfait parce qu'on veut voir toutes les frontières du Mali tomber aux mains du gouvernement malien et des forces régulières du Mali pour que
le Malien lambda va à ses préoccupations. Merci à vous, Sylvain de Bogou. Patient parfait d'homme, plus rien ne semble arrêter les Fama. Cette fois, ils sont décidés. Ils ont décidé d'aller à Kidal, conquérir bien sûr cette localité. Aujourd'hui, on se pose la question avec notamment ces premiers résultats probants sur le terrain. Quel avenir pour cette rébellion Touareg? C'est vrai qu'en suivant Moussa Zandiara, il refuse le narratif de rebelles parce qu'il estime qu'aujourd'hui, ils se sont transformés en terroristes. Ils ne sont plus des rebelles aujourd'hui. Mais écoutez, c'est entre le vœu et notre ambition de dire que le Mali doit rester un et indivisible. Oui. Ce qui signifie que les autorités maliennes doivent avoir la totalité de leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. On a quand même une épine au pied qu'on sommes obligés d'extirper. Oui. Malheureusement, peut-être par le biais de la guerre. C'est cette question des Africains qui sont obligés de faire la guerre à d'autres Africains pour faire imposer, autant pour moi, la loi, pour imposer le gouvernement, pour imposer l'administration de la direction du pays à l'ensemble de ces territoires. C'est une tâche qui semble facile, parce qu'on dit on ira à Kidal, nous allons les déloger. Évidemment, la coordination, la responsabilité première incombe à la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, qui joue un jeu extrêmement dangereux, qui joue un jeu en réalité qui va participer à continuer à faire de l'Afrique le marchepied des intérêts occidentaux. Je vous rappelle que cette ce mouvement Lazawad, cette coordination est née à Paris. C'est sur le plateau de France 24 que tout le monde a découvert. Mais Dieu, diantre, pourquoi les élites, pourquoi les dirigeants de cette fameuse coordination ne peuvent pas entendre raison et nous épargner le sang versé des Africains, des Nigériens? Parce que quand on parle des Touaregs, ils n'ont pas l'exclusivité, n'est-ce pas, de la défense des intérêts des Touaregs dans cette bande sahélo-sahélienne. N'oubliez pas qu'il y a des Touaregs au Niger, comme il y en a en Algérie, comme il y en a aussi au Mali. Mais ceux du Mali, j'oublie l'un des parlementaires d'ailleurs malien qui est Touareg, une bonne frange est représentée au niveau du gouvernement et de l'Assemblée malienne. Que cherchent donc ces prétendus responsables de l'Azawad qui sont prêts à sacrifier les vies humaines? Parce que dans cette reconquête, vous l'avez bien compris, on essaie de se servir des civils comme bouclier humain. Mais comment on va faire des omelettes sans casser les œufs? Et demain, après-demain, vous allez entendre les prétendues organisations des droits de l'homme commencer à lancer des cris d'orfraie en disant: vous avez vu, l'armée a massacré des civils. Omettons le fait que c'est la France qui instrumentalise cette coordination des mouvements Lazawad pour continuer à utiliser les civils comme bouclier humain. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de vie humaine, c'est une irresponsabilité et une conscience hors norme de la part de ces terroristes, parce qu'il faut les appeler comme ceux qu'ils sont aujourd'hui, de ce mouvement Lazawad. Ils oublient une chose: les grands perdants dans cette confrontation, c'est l'Afrique, c'est le Mali. C'est nous les grands perdants de cette affaire. Il y a toujours les canaux, n'est-ce pas? Il y a toujours des canaux de dialogue, de main tendue, pour régler cette affaire-là pacifiquement. Ils pouvaient au moins commencer à réclamer quelque chose comme une large autonomie, au moins comprendre que, en fait, nous sommes face à des interlocuteurs plus ou moins valables. Mais leur pensée qu'ils vont créer un état de l'Azawad à l'intérieur du Mali, connaissant l'histoire, n'est-ce pas, de ce pays-là, et surtout l'histoire de ces régions, ce n'est pas comprendre la marche en avant du monde et de l'Afrique aujourd'hui. Au moment où les autres se battent pour se mettre ensemble, nous on veut davantage diviser. On se laisse instrumentaliser pour les intérêts des autres, pour nous diviser, pour qu'on s'entretue et inutilement. J'aime mal. C'est ce que j'appelle le drame africain. Mais une fois de plus, je suis obligé de le dire, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement parce que la seule issue, le seul choix qui nous est donné, c'est de poser l'autorité,
n'est-ce pas, du gouvernement et du pays par la force des armes. Et c'est ce qui se fait actuellement. Donc c'est de la responsabilité de ces gars, la coordination du mouvement Azawad. Et donc je dis donc au mouvement, à tous les soi-disant intellectuels, les banques bien pensants africains qui ont souvent tendance à prendre pour argent comptant tout ce qui vient de l'Occident, que quand les cris d'orfèvre vont commencer à être lancés sous le fallacieux prétexte que les civils sont en train de mourir, il faudrait bien qu'ils se rendent compte qu'il y a un camp qui s'est laissé instrumentaliser par l'extérieur et qui a voulu se servir des populations de Kidal et de ses alentours comme espèce de bouclier humain. Et ça, c'est inacceptable. Une fois de plus, je m'incline devant la bravoure, n'est-ce pas, de l'armée malienne, mais je m'incline aussi parce que je sais que dans cette reconquête, il n'y a pas que des terroristes qui vont mourir. Il y a aussi certains de nos fils qui sont dans cette armée-là, qui, au cours des batailles, vont certainement perdre leur vie. Et c'est ce qui me fait le plus mal aujourd'hui. Je ne peux pas comprendre que les Africains soient incapables de comprendre cette problématique-là. Voilà. Merci à vous, patient parfait, donc pour ce premier jet. Moussa Zandiara, quel est le rapport de force aujourd'hui sur le terrain? C'est vrai que dans votre première prise de parole, vous avez relevé ces premiers succès engrangés sur le terrain. Vous avez également parlé du matériel acquis, entre autres, par les FAMA. Mais aujourd'hui, les trouvez-vous suffisamment armés et outillés pour justement aller, ou du moins atteindre cet objectif, celui de la reconquête de Kidal? Vous savez, bien sûr, parce que depuis le coup d'État de 2020, avec l'installation du régime d'Assimi après l'échec des Bandans, une grande réforme au sein de son armée. Il y a eu beaucoup de changements institutionnels et politiques dans l'hierarchie militaire et même dans le fonctionnement des troupes sur le terrain. Donc, ce qui fait que l'armée a aussi une position bien soudée, bien solide sur le terrain, et ça nous donne quand même une idée sur la position de l'armée sur le terrain. Vous savez que l'opération a été lancée depuis la reconquête de Ber, la reconquête de Bourem, tentative de prise de Bourem et la tentative aussi de prise de Acharam. Vous avez vu que tout ce que ces terroristes ont tenté, ça a été quand même un échec pour eux, un échec total. Ils ont même laissé vraiment plusieurs corps derrière eux, ce qui nous donne quand même une idée sur l'approchonnement et la force de l'armée malienne sur le terrain. Et connaître que depuis 2012, il y a de ces zones qui n'étaient pas sous le contrôle de l'armée malienne. Je peux prendre l'exemple sur le camp de Ber. Le camp de Ber, depuis les 3 régions du Nord étaient tombées sous la main des groupes rebelles. Et depuis la signature de l'accord d'Alger en 2014-2015, jusqu'à présent, l'armée n'avait pas l'accès à certaines de ces villes. Ces villes étaient sous le contrôle total des groupes terroristes de la CEMAC. Donc c'est eux qui dictaient leurs lois dans ces zones-là, surtout des zones frontalières entre le Mali et le Niger, entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et l'Algérie. Donc ils font tout ce qu'ils veulent dans cette zone-là, leur trafic d'armes, leur trafic de drogue, tout ce qu'ils veulent, ils le faisaient sur ce territoire parce que c'est eux qui avaient la loi à exercer sur ce terrain. Donc, vu la reconquête, vu la montée en puissance de l'armée malienne, on voit que c'est de jour en jour, les groupes terroristes de la CEMA et les Katiba de Massina, plus aussi la GIM et l'IGS, ils sont quand même en position quand même de faiblesse sur le terrain. C'est vrai, comme mon confrère vient de dire, lui, nous prions pour l'âme de nos soldats parce que c'est les dignes fils de la nation qui ont accepté de laisser leur famille, qui ont accepté de laisser tout derrière eux pour aller donner leur vie pour l'intégrité, pour la reconquête de l'intégrité du territoire malien et la souveraineté du Mali. Donc, toujours est-il dit que ça ne peut pas être comme on le disait, on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Cette reconquête peut engendrer quand
quand même beaucoup de cas de mort, beaucoup de cas, et nous déplorons vraiment ces choses-là qui se déroulent chez nous, sur notre territoire, en plein XXIe siècle. Donc, mais il faut reconnaître aussi que depuis l'avènement de l'indépendance du Mali en 1960, le nord du Mali a toujours eu des cas d'affrontement et le gouvernement malien a tenté toujours de trouver une solution politique. Entre le Mali et le groupe rebelle de la CEMA et le groupe rebelle Touareg, il y a eu plusieurs accords qui ont été signés. Oui. Mais qui a été toujours le premier à violer ces accords-là? Je pense bien que c'est les groupes terroristes-là, surtout la CEMA, qui réclamaient l'indépendance de l'Azawad sous quand même l'appui et le soutien de la France, qui a toujours eu à violer quand même cette politique quand même de paix entre le gouvernement du Mali et nos frères Touareg. Il faut reconnaître aussi que depuis que le Mali a connu la démocratie en 91, il n'y a pas eu aucun gouvernement. Il n'y a eu aucun gouvernement où le groupe Touareg n'était pas représenté. Oui. Que ce soit dans le Haut Conseil des collectivités, que ce soit au niveau du gouvernement, les Touaregs ont eu toujours ils ont été toujours représentés valablement au sein de ces différentes institutions. Alors que les 5 à 6 km² et qui ne dépassent même pas les 800 000 habitants, il y a même des cercles dans le côté sud qui sont plus nombreux que les Kidalois, mais toujours est-il dit qu'il n'y a même pas à payer les salariés de l'hôpital de Kidal. Donc, ce qui fait que les autres régions, le gouvernement met la main dans sa poche pour faire développer cette région. Mais même les véhicules, les équipements qu'on envoie à Kidal, c'est ces mêmes Touaregs-là qui enlèvent ces véhicules-là, ou bien c'est eux qui enlèvent ces matériels-là pour aller vendre ça. Et après, ils viennent prendre des armes contre le gouvernement, ou bien contre pourquoi ils ne le font pas nous-mêmes, nos femmes, pour la reconquête dans nos régions du Nord. Voilà. Qu'en est-il de la CEMA précisément? On se souvient qu'il y a de cela quelques semaines, la coordination des mouvements de l'Azawad s'était déclarée être en temps de guerre. Est-ce une façon aujourd'hui de se dire clairement qu'au regard de cette avancée de l'armée malienne, cette rébellion, ou du moins ces terroristes, comme vous les qualifiez ainsi, pourraient se servir, entre autres, des civils comme boucliers humains? Mais c'est ce qu'ils sont en train de le faire. Même ces derniers jours-là, les images qu'on voit comme les soldats tués ou capturés sur les fronts, les différents fronts, c'est des enfants, c'est des jeunes. Moi, j'attends quand même la déclaration des organisations des droits de l'homme pour dénoncer ces actes-là venant du CEMA, parce qu'ils sont là, ils sont en train d'utiliser des jeunes, des enfants contre l'armée malienne. Et en plus de ça aussi, selon nos dernières informations, tous les acteurs, tous les meneurs de CEMA ne sont plus à Kidal. Ils ont tous fait bagage, ils ont tous plié bagage pour quitter. Quand tu prends Al-Gabas à Itala, il est où maintenant? Parce que hier, lors du affrontement d'Anfis, les corps et les blessés qui ont été évacués à Kidal, les Kidalois pensaient qu'ils avaient la force pour faire tête à l'armée malienne. Mais hier, ils ont été déçus. Que ce soit les femmes, les vieux, les jeunes qui sont à Kidal, ils ont été déçus vu le nombre de morts et le nombre de blessés qui ont été emportés à Kidal pour les soigner ou pour les enterrer. Donc, Bilal Al-Gabas Al-Intala, qui est membre du CNT, qui est député, qui a été toujours député de Kidal, ils sont où? Ils ne se logent pas à Kidal. Ils sont tous présentement hors du pays, soit en Algérie, soit au Maroc. Donc, pour vous dire que là où nous en sommes, c'est la pauvre population kidaloise ou nordiste qui souffrent maintenant parce qu'ils ont été laissés, parce qu'ils ont été toujours utilisés comme des boucliers humains. Et je peux même dire que cette population a été toujours
été toujours prises en otage par ces groupes rebelles. Sinon, ils ne posent aucun acte de développement dans ces régions-là. Depuis que le Nord est tombé, est-ce que vous avez une fois entendu que la CEMA a construit une école à Kidal? Est-ce que vous avez entendu que la CEMA a construit un hôpital à Kidal? Même un centre de santé secondaire n'ont pas construit. Même présentement, c'est d'autres ethnies, soit les Bambara, soit certaines Peuls, soit certaines Dogon, c'est eux qui sont là-bas à l'hôpital de Kidal ou dans d'autres structures de Kidal pour travailler, pour assurer un peu le minimum de base à Kidal. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ces 10 dernières années? Alors que c'est eux qui l'indépendance de leur zone. Cette indépendance-là, ils vont le faire pour quoi faire? Donc, est-ce que c'est pour le développement de cette zone-là? Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'ils ont pu poser comme acte de développement de base pendant les 10 dernières années? Donc, il faut qu'on se pose la question. Il n'y a aucun d'entre eux qui a sa famille logée à Kidal. Soit ils sont au Maroc, soit ils sont en Algérie, soit ils sont en Tunisie. Il y a certains d'entre eux même qui étaient à Bamako. C'est lors des quêtes qu'ils ont quitté Bamako. On le sait. Donc, vu tout ça là, la reconquête est quand même devenue impérative et indisponible pour le Mali, pour que vraiment chacun d'entre nous, que ce soit Touareg ou Dogon, c'est le gouvernement vraiment puisse faire retourner la disposition. Une reconquête indispensable, mais surtout impérative pour le peuple malien. C'est également ce que vous disiez, Sylvain de Bogou, dans votre première prise de parole. Alors, au regard de l'agencement de tout ce que vient de relever Moussa Zandiara, il est clair qu'en l'état actuel des choses, la partition du Mali ne se négocie plus. Fini, même ce qui servait, entre autres, de médiateur, on parle bien sûr de cet accord d'Alger, aujourd'hui ne vaut plus grand-chose dans un contexte pareil, Sylvain de Bogou. Oui, toutes les médiations qui ont été négociées, qui ont été signées, que ce soit en Algérie ou ailleurs, ces médiations ont été réellement violées. Elles ont été violées par les patrons même de cette zone-là. Voilà, ce sont eux qui ont violé toutes ces médiations, malgré la présence de leurs leaders politiques au Parlement ou dans les différents gouvernements. Ils ont toujours violé cette zone parce que ils ont toujours pensé à construire un État qui part de cette petite zone du Mali pour aller en Mauritanie et ailleurs où on a d'autres personnes, en tout cas des ethnies et leurs ethnies. Alors que l'Afrique, partout en Afrique, on a cette division malheureuse. On a cette division malheureuse où on trouve du côté de chaque frontière une même ethnie qui, ma foi, partage la même culture. Ce n'est pas pour autant que ces gens-là prennent des armes pour vraiment gêner la quiétude de la population et de l'État. Mais moi, je pense qu'ici, les autorités maliennes aujourd'hui doivent chercher à sécuriser après demain, c'est demain qu'on leur remet les camps, donc à sécuriser toutes ces frontières avec l'Algérie et la Mauritanie et ailleurs. Il faut sécuriser ces frontières parce que c'est de là-bas que les armes passent également. Et quand ils prennent la fuite, comme le confrère vient de le dire, quand ils prennent la fuite, c'est dans ces pays qu'ils vont se cacher. Donc lorsqu'on se sent très fort, on ne fuit pas après avoir mis le feu. Parce que ceux qui sont venus aujourd'hui au pouvoir au Mali, on n'a jamais entendu dans leur discours qu'ils veulent partager ou bien diviser le Mali, ou bien qu'ils veulent vraiment opprimer une section de la population malienne. Ils veulent l'unité pour mieux travailler, pour développer le pays. Mais lorsque toute infrastructure mise dans cette zone est détruite en même temps par ceux-là qui veulent cette indépendance, on comprend que ce sont des gens qui sont carrément manipulés, qui ont d'autres intentions, et la seule intention, c'est de tuer, de diviser le Mali en deux, et voilà, faire ce qu'ils en veulent, et de vendre tout ce qui est
richesses souterraines du Mali à ceux qui les manipulent et qui leur donnent les armes. Donc, l'autorité malienne aujourd'hui doit veiller vraiment au grain parce que ces forces étrangères basées là-bas qui vont demain partir officiellement ou bien qui vont céder les camps ne vont pas retourner avec toutes les armes. Donc, il faut surveiller vraiment ces armes. Il faut surveiller la circulation de ces armes. Il faut que ces armes-là reviennent d'office à la force régulière du Mali pour que cette zone-là soit sécurisée. Alors, c'est là qu'on doit les interpeller pour qu'ils surveillent ces forces étrangères qui, toujours, que ce soit l'ONU ou l'OTAN, en partant, laissent toujours les armes à ceux qui gênent, qui tuent dans le pays, dans tout pays indiqué, et parce qu'ils pensent au retour de ceux qui les financent, au retour de ceux qui ne veulent pas qu'il y ait réellement la paix au Mali. Donc il faut surveiller la circulation des armes dès maintenant, et c'est pour cela que nous disons qu'il faut que la force régulière malienne avance jusqu'à la frontière pour balayer la route à toute fuite d'armes et de personnel qui voudraient vraiment, qui continuent de gêner, en tout cas, le Mali. Pour la transition du colonel Assimi Goïta, du peuple malien, aujourd'hui, cette transition dirigée depuis 2021 par le colonel Assimi Goïta. Un enjeu hautement symbolique. Vous savez que la France et ses supplétifs locaux ont voulu faire de Kidal une espèce d'abcès de fixation, n'est-ce pas, au cœur de l'État malien, pour démontrer qu'effectivement, cet État-là est faible. Elle est incapable, n'est-ce pas, d'assurer complètement sa souveraineté sur l'étendue de son territoire, de faire prévaloir la loi du peuple malien partout, n'est-ce pas, surtout dans cette zone nord, qui n'est pas facile, qui est très très difficile, n'est-ce pas, non seulement d'accès, mais aussi de pouvoir y mettre une sécurité permanente et continue de tout temps, parce que c'est le désert. Vous avez une zone désertique avec des zones très arides, vous avez aussi d'abord les montagnes des Ifogas, il y a des zones avec beaucoup de rochers, des zones de repli, et l'espace est énorme, c'est très grand. C'est tellement grand que, heureusement que nous avons un partenaire fiable qui est la Russie, dont nous espérons qu'ils vont faire jouer leurs satellites de renseignement pour nous renseigner autant pour moi sur les déplacements des troupes, n'est-ce pas, qui vont se cacher dans des espaces qui sont plus ou moins inaccessibles pour l'instant pour l'armée, et comme base de repli pour venir replacer des attaques dans une guerre de genre asymétrique. Mais je vous assure que c'est énorme, c'est très grand. C'est-à-dire que quand on le voit comme ça, on dit que les troupes vont évoluer, peut-être les troupes peuvent évoluer pour prendre Kidal. Je vous ai dit, symboliquement, c'est une défaite, ça va être une défaite majeure pour ceux qui veulent continuer à semer le chaos au niveau du Mali et de montrer que l'État central de Bamako est décidé de reprendre la main sur l'ensemble de son territoire, mais ça ne sera pas encore fini, parce que ça ne sera pas évident. Non, pas évident, tant qu'on n'arrive pas à un accord sérieux et sincère entre la Mauritanie, entre l'Algérie, même le Niger qui doit reprendre le port de la Belle pour sécuriser aussi sa frontière, ça sera très compliqué, sans oublier que le sud de la Libye est devenu pratiquement un no man's land, excusez-moi l'expression. Donc, nous sommes face à une problématique qui devrait au contraire impliquer même l'ensemble de l'Union africaine pour que vraiment on aide, qu'on soit à côté de Mali, pour l'aider à sécuriser réellement ses frontières et à mettre fin à ces fauteuils de troubles, n'est-ce pas, terroristes de la CMA qui ne voient pas l'intérêt, c'est-à-dire qui sont complètement hors jeu par rapport aux intérêts de futur à ce qui concerne la construction africaine. Et ça, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile à régler aujourd'hui, mais la volonté, la détermination de l'État malien va certainement pousser ces forces qui sont mieux aguerries aujourd'hui en logistique, mieux armées de point de vue, n'est-ce pas, des armes qu'ils ont, mais peut-être qu'ils vont se bénéficier au-delà des drones qu'ils ont, mais aussi de renseignements satellitaires, de positionnement et de déplacement de ces troupes terroristes dans cet espace-là. Maintenant, il faudra qu'on travaille aussi à amener les populations et de Kidal et de ses environs à comprendre, n'est-ce pas, l'utilité, j'allais dire l'urgence de coopérer avec l'État central de Bamako pour apporter une paix relative dans ces régions-là. Il n'y aura pas de développement. C'est-à-dire impliquer les populations dans cette opération de reconquête. Qu'elles s'impliquent dans cette opération de reconquête et qu'elles comprennent que c'est pour leur bien.
que cette opération est en train de se faire. Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai parlé pratiquement avec les trémolos dans la voix, parce que je sais que dans cette reconquête, il y aura beaucoup de pertes en vie humaine. Pas seulement du côté des terroristes et des rebelles, mais aussi du côté des forces régulières. Est-ce que l'Afrique peut continuer à se payer le luxe de livrer de telles guerres qui n'ont pas de sens en réalité? Quand on regarde le monde aujourd'hui, on fait un big picture, on voit comment les autres s'organisent pour aller vite, pour continuer à profiter des richesses, même de leurs propres richesses et les richesses des autres. Continuer à développer l'école, la recherche, l'acquisition des savoirs nombreux et divers, sans oublier d'exploiter ce que Dieu leur a donné. Parce que contrairement à ce qu'on peut bien penser, cette zone-là, et de Kidal et du nord de Mali, est très riche. Et c'est la raison pour laquelle on a tout fait pour leur créer cette fameuse rébellion de la Zawad. D'abord, la Zawad, c'est un mot qui ne veut rien dire. Donc voilà les enjeux. Et je pense que les pays qui sont tout autour de Mali doivent vraiment coopérer avec l'État malien pour obliger, n'est-ce pas, ces semeurs de désordre, ces semeurs de chaos, en leur disant le temps est révolu où vous étiez libre de faire tous les trafics qui ont été bien énoncés. Et donc, avec la question d'ailleurs d'accord, il a oublié peut-être le trafic de la drogue. N'oublions pas, n'est-ce pas, une cocaïne qui échouait souvent dans le désert du Sahara et dont les produits se retrouvaient après en Europe. Donc, je crois que cette zone-là n'est pas seulement, l'urgence de la sécurité n'est pas seulement d'un seul ressort du Mali, mais de tous les pays du Sahel qui doivent comprendre que sécuriser cette zone-là, mettre fin à l'insécurité dans cet espace, va contribuer à renforcer, n'est-ce pas, dans les différents pays, je parle à l'Algérie, à l'Algérie surtout, va continuer à renforcer la sécurité dans son sud et qui est capitale aujourd'hui dans le cadre de réduire les risques de terrorisme sur son propre sol. Même si la position de l'Algérie serait un tout petit peu ambiguë, parce que là-bas nous avons des Touaregs en Algérie, nous trouvons également des Touaregs de l'autre côté. L'Algérie de s'impliquer, elle va se mettre à dos tout le monde et là elle se retrouve dans une position un tout petit peu ambiguë. Mais elle est obligée, c'était comme la question d'Aoussa, du Niger et du Nigeria, vous vous souvenez? Elle est obligée, elle est d'autant plus obligée que je crois que pour l'Algérie, il est de bon ton de fourguer au Mali et au Niger les questions des Touaregs. Que de créer une guerre qui risque d'avoir des déplacements de population. Dieu merci qu'elles ne sont pas très nombreuses, mais n'oublions pas que les Touaregs, par exemple, ce sont des peuples nomades et qui se déplacent de manière permanente dans le désert. Et on risque plutôt de créer un déplacement massif des populations vers l'Algérie et de créer une question sécuritaire que l'Algérie n'avait pas. D'où l'importance pour l'Algérie de tout faire maintenant pour vraiment essayer d'aider l'État malien à régler cette question-là de cette chenille qui s'est installée là-bas et pousser les différents acteurs, ceux qui sont encore plus ou moins crédibles, à la table de discussion, de dialogue, de négociation, pour que enfin les Touaregs de toutes ces régions puissent se retrouver une culture, une paix, mais puissent se sentir intégrés dans les différents États qui sont les leurs. Je parle des Touaregs qu'aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de peuples en Afrique qui traversent plusieurs États comme ça. On peut parler des Peuls, on peut parler des Aoussa, on peut parler, bon, les Bantous n'en parlons pas, ils vont jusqu'en Afrique du Sud. Donc voilà la réalité. Voilà. Alors, pour sortir de cette première thématique, avec vous, Moussa Zandiara, l'offensive de l'armée malienne coïncide avec notamment le retrait de la MINUSMA rendu aujourd'hui à sa deuxième phase. Comment tout cela est fait sur le terrain? On a d'un côté les troupes, bien sûr, de la mission de maintien de la paix, entre guillemets, maintien de la paix, entre guillemets, des Nations Unies qui se retirent de façon progressive. Il y a cette offensive qui est lancée, la CMA qui se déclare être en temps de guerre. Comment tout cela est fait sur le terrain? Comment on coordonne tout cela sur le terrain? C'est une opération qui est minutieusement planifiée par la hiérarchie militaire malienne. Pour le retrait des MINUSMA, il y a tout un contingent qui sur les zones libérées par la MINUSMA. Et il faut reconnaître qu'il y a même une partie de l'armée malienne qui est sur place à Tessalit. Maintenant, pour le camp de Aguelok, il y a un contingent qui est déjà préparé pour être déployé à Aguelok. Qui parle d'un contingent, c'est pas seulement 10, 20, 30 hommes,
c'est voir plus de 600 hommes qui seront déployés sur le terrain avec toutes leurs... Merci à vous, messieurs. On prend rapidement la deuxième thématique avant de... N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.